Nous sommes le jeudi 30 octobre. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Heureux de commencer cette nouvelle journée avec vous. Oui, on va revenir sur cette victoire, bien sûr, des Blue Jays de Toronto. On va en parler avec Olivier dans les prochaines minutes. Ce qui fait que l'équipe arrive en bonne position, oui, pour le match de vendredi, le match de demain, qui aura lieu au Centre Rogers, donc à Toronto. Quelques nouvelles de dernière heure pour commencer avec vous. Ce matin, on a appris qu'il y a eu 5 nouvelles arrestations dans cette enquête sur le vol au Louvre. 5 personnes ont été arrêtées au cours des dernières heures. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la procureure de Paris. Pas d'autres détails sur l'identité, par exemple, de ces personnes-là, les joyaux, les bijoux. Là, ça reste toujours introuvable. Je rappelle qu'il y a 2 autres suspects qui avaient été arrêtés et mis en examen, qui auraient partiellement reconnu leur responsabilité. C'est ce qu'a dit la procureure. Donc, un peu de développement, un nouveau développement dans cette histoire-là. Et puis, Donald Trump a également rencontré le président chinois Xi Jinping, ce que va faire demain, si je ne m'abuse, Mark Carney, le premier ministre canadien. Et on apprend que les États-Unis font passer de 57 à 47 % les droits de douane sur les produits chinois en échange que Pékin garantisse un approvisionnement en terres rares et achète du soya américain. Alors ça, c'est certainement 2 nouvelles qui vont connaître des développements ou dont on va parler un peu plus tard aujourd'hui. Sinon, en studio avec moi, à cette heure-ci, déjà Véronique Méran et Julie-Jasmine Boudreau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Julie-Jasmine, on va revenir ensemble parce qu'aujourd'hui, quand même, 30 octobre, journée marquante dans l'histoire du Québec, dans l'histoire du pays. C'était la journée en 1995, donc il y a 30 ans, de ce référendum. On sait que le non l'a finalement emporté. Et il y a eu également un événement culturel lié à cette soirée-là. C'était un lancement d'album du groupe Les Colocs. C'était le 2e album du groupe. C'est un album, on a saisi la balle au bon de ce moment historique-là. Puis on connaissait, bien sûr, l'engagement que Dédé Fortin avait envers le Québec, à quel point il y tenait. Et comment s'est déroulée cette soirée-là? Bien sûr, l'issue pour lui a été décevante. Alors, j'avais envie de vous faire revivre ça. Je suis allée fouiller dans les archives radio-canadiennes. Alors, j'ai les doigts pleins de poussière. C'est bon, ça, quand on fouille dans les archives. La poussière, mais des trésors. Des trésors. Voilà. Il y a encore de la poussière sur des... Tout est numérisé maintenant. Il n'y a plus ça. Il y a la poussière. Là, la vieille bobine sur laquelle on souffle la poussière. On aime garder l'image. Oui, c'est vrai. Gardons l'image en vie. OK, on va en reparler tout à l'heure dans les actualités culturelles. Véronique, commençons avant de faire le tour des prévisions de la météo avec Mélissa. On a vu de la dévastation pas mal, entre autres en Jamaïque, Haïti, Cuba, certaines provinces de Cuba qui ont été touchées. Là, en ce moment, la tempête est rendue où? Juste au nord-est des Bahamas, encore à peu près à 1000 km au sud-ouest des Bermudes ce matin. Donc, l'avertissement, l'alerte d'ouragan est levée pour le centre et le sud-est des Bahamas. On a levé l'avertissement de tempête tropicale aussi pour les îles turquoises. Maintenant, l'alerte d'ouragan demeure en vigueur pour les Bahamas parce que c'est là où se dirige la tempête. L'ouragan, on peut l'appeler comme ça encore ce matin parce que les vents ont repris un peu de force, 165 km/h. Ça fait de Mélissa un ouragan de catégorie 2 ce matin. Alors, ça se pourrait que ça augmente encore un peu dans les prochaines heures avant de toucher les Bermudes et par la suite, l'ouragan va continuer sa remontée vers le nord et là, va vraiment faiblir à partir de vendredi. La trajectoire prévue, rester au large des côtes américaines, donc ne devrait pas toucher nos secteurs. Par contre, on le mentionnait un petit peu plus tôt cette semaine. Non, la pluie de l'Halloween, c'est pas Mélissa directement. Mais il y aura un apport énergétique. Il y a un apport d'énergie qui vient d'elle. Alors, on fera le point sur notre soirée d'Halloween. Oui, je suis ça de très, très près. Je vais être très, très, très à l'écoute de ces prévisions-là. Un père qui va accompagner les petits monstres. Oui, effectivement. Parfait. Alors, on va revenir sur les prévisions de la météo. Continuons tant qu'à y être pour la journée d'aujourd'hui. Là, les nuages, justement, vont commencer à s'amener. De la pluie aussi un peu plus tard aujourd'hui? Exactement. Donc, les nuages commencent à entrer. La pluie commence plus tard, fin de matinée, début d'après-midi. On a des avertissements de pluie, des bulletins spéciaux qui sont en vigueur parce que quand même, on parlera de près de 40-45 mm possibles pour la région de Montréal. Ça peut être du 40-60 dans certains cas. L'Estrie, un peu moins, autour de 30, 20-40 vers Québec. Et avec cette pluie, les vents seront
sont quand même présents. On parle de vent nord-est aujourd'hui, 20-40 km à l'heure. Demain, 30-50. On a déjà vu ça, des vents de 30-50. Ce ne sont pas des vents violents. Alors, venteux, pluvieux pour le jour de l'Halloween, mais ce sera surtout de forte intensité en première partie de journée, vendredi. On veut savoir, là, c'est quelque part entre 18 et 20 heures. C'est ça qui est important. Il ne fera pas beau, mais on n'aura pas un déluge constant. Okay. Il va pleuvoir un peu. Ça se peut qu'il y ait même des périodes d'intermittence dans ça. Donc, oui, une soirée là, pas idéale, mais quand même pas catastrophique. C'est ce qu'il faut retenir. Et côté température, c'est du 6-8 degrés aujourd'hui. Même chose à peu près là, vendredi, samedi, dimanche, des températures qui se maintiennent 7-9 degrés. Cette pluie cesse graduellement dans la nuit de vendredi à samedi. Et samedi, on maintiendra des conditions plutôt nuageuses. Il y aura davantage de soleil pour la journée de dimanche. Sous un ciel variable, changement d'heure dimanche, on s'en va vers ça. Donc, à peu près le même scénario pour tout le monde. L'Abitibi, ça reste variable aujourd'hui. Moins de précipitations de ce côté-là. Eux auront une soirée d'Halloween assez clémente, mais c'est le seul secteur au Québec. Il ne fera pas chaud, mais il n'y aura pas de précipitations. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, le ciel sans nuages tranquillement. La pluie commence surtout ce soir, pluvieux et venteux demain. Températures qui se maintiennent entre 7 et 9 degrés. Nord-ouest de l'Ontario, on est sous les nuages aussi, encore variable vers Sudbury. La pluie commence ce matin. Toronto, Windsor, Ottawa, température 9, 10 degrés, venteux également. Ça se dégagera à Vancouver cet après-midi, une douzaine de degrés. Assez beau encore, Edmonton, Calgary, de saison côté Mercure, 8-9 degrés. Et ça se gâte pour le sud de la Saskatchewan. Mélange pluie-neige à venir cet après-midi. Ah, tiens, des températures fraîches, des vents du nord-ouest. On aura quelques averses aussi ce matin sur le sud du Manitoba. Le maximum est de 6. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. C'est parti, 5e match de la Série mondiale. Et sur le premier lancé, Schneider frappe la balle solidement en direction du champ gauche. À la piste de l'avertissement, circuit! Davis Schneider sur le premier... Oui, sur le premier lancé du match. Puis savez-vous quoi? Sur le deuxième lancé du match? Sur le troisième. Le troisième. Il y a eu un autre lancé entre les deux. Mais, OK, mais... Les deux premiers frappeurs. Deux premiers frappeurs, deux circuits en partant, Schneider et Guerrero. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, il reste un match à gagner pour les Blue Jays et la Série mondiale est dans la poche. Et elle se transporte à Toronto. En plus, ça, c'est l'autre bonne nouvelle. Oui. Quelle rencontre hier et quel début de rencontre. Les Blue Jays étaient prêts dès le premier lancé, vous l'avez dit. C'est Davis Schneider qui a frappé la balle dans le champ gauche de l'autre côté de la clôture. C'était 1-0 à ce moment. Et là, Vladimir Guerrero Jr., le frappeur le plus dangereux des Blue Jays, se présente devant Blake Snell pour cette première présence au bâton. Et vous, comme on le disait, 3 lancés et déjà 2 coups de circuit accordés. C'était 2-0. Et ça a porté vraiment ce match pour les Blue Jays. Match qui a été remporté 6-1. Mais ce ne sont pas eux les héros de la soirée, même si c'est vrai que ce début de match a marqué l'esprit. Début, ouais. C'est Trey Savage, le jeune lanceur de 22 ans qui a été exceptionnel. C'était son premier départ sur la route en Série mondiale, 5e départ de ces séries éliminatoires. Et hier, il a vraiment offert une grande performance, une performance historique. Donc, n'a accordé qu'un point sur un coup de circuit à Kike Hernandez. En cette manche de travail, c'est 12 retraits au bâton, aucun but sur balle. D'ailleurs, il est devenu la première recrue de l'histoire à réaliser 12 retraits au bâton lors d'un match de Série mondiale. Aussi, premier lanceur. Et là, on oublie recrue, on oublie l'âge. Premier lanceur à avoir autant de retraits sans avoir accordé de but sur balle dans un match de Série mondiale aussi. Donc, c'est dire à quel point c'était impressionnant comme performance. Et il fallait regarder les yeux et les regards ébahis des partenaires de jeu, des autres lanceurs des Blue Jays de Toronto. On a vu Kevin Gausman, entre autres, Chris Bassitt, Max Scherzer. Regarder Trey Savage tout au long de cette performance avec des yeux impressionnés par le calme, par l'aplomb du lanceur. Il a eu quelques défis durant ce match. Je vous rappelle qu'il affrontait des frappeurs comme par exemple un certain Shohei Ohtani et il n'a pas rougi devant la tâche. Au contraire, il a très bien fait et c'est lui qui a permis donc cette victoire de 6-1. Une victoire importante parce que vous le disiez, les Blue Jays de Toronto ne sont plus qu'à une seule victoire de remporter le 3e titre de leur histoire. Ils reviennent à la maison. Et hier, il y avait une fête, un visionnement au stade des Blue Jays à Toronto. Et là, les partisans sur place célébraient tous les coups sûrs, tous les retraits. Et eux, ils sont prêts à célébrer à Toronto. Ils l'ont fait 2 fois, en 92 et 93. Puis eux, ils n'ont pas de problème à célébrer cette année, je vous le dis. Donc, ça sera à surveiller. Aujourd'hui, journée de déplacement. Et c'est demain que se disputera ce match numéro 6. Et si nécessaire, c'est samedi pour le match ultime, match numéro 7. Il faudra surveiller aussi un certain Yoshinobu Yamamoto. Lui, il a muselé les Blue Jays et il sera surveillé lors du match numéro 6. 2 matchs que je vais enfin pouvoir écouter au complet. Ça, c'est la bonne nouvelle. Je vous remercie là-dessus, Olivier. Bonne plaisir. Journée. Au revoir.
À la une des différents quotidiens, je vous dirais que c'est cette tension, cette guerre, ce conflit, disons-le comme ça, c'est peut-être plus à propos, entre les médecins et le gouvernement du Québec qui retient l'attention. D'abord dans le Devoir, et ça a beaucoup fait jaser déjà parce qu'on a vu la publication de cette lettre hier en après-midi, fin milieu d'après-midi. La fille du ministre des Services sociaux, Lionel Carman, Laurence Carman, qui est une médecin spécialiste et qui a donc publié cette lettre. Ça fait la une du Journal de Montréal. Elle reproche au ministre Dubé de blâmer les médecins pour un manque de productivité. Elle dit, si le gouvernement ne me permet pas de pratiquer librement, je n'aurai malheureusement d'autre choix que de quitter le Québec pour une autre province. Et plusieurs collègues, tout aussi attachés au Québec, écrit-elle, mais attirés par de meilleures conditions, en sont au même point que moi. Donc, une lettre dans laquelle elle dit l'écart avec l'Ontario, là, ça relève ni du manque de volonté, ni de la paresse. C'est le symptôme d'un système profondément brisé. Alors, vous pourrez lire sa lettre, mais également le résumé en une du Devoir. En ce 30 octobre, on parlait avec Julie Jasmine de ce 30e anniversaire du référendum de 1995. On revient sur ce qui reste aujourd'hui du projet souverainiste de l'époque. Vous pourrez lire ça en une du Devoir de ce matin. Quand je vous parle de cette tension entre les médecins et le gouvernement du Québec, bien, il y a eu une tension hier qui s'est révélée avec cette histoire-là entre Doug Ford et le premier ministre Legault. Legault estime que ce n'est pas le temps de se tirer dans le dos, alors que Ford a annoncé en pleine conférence de presse qu'il voulait dérouler le tapis rouge aux médecins québécois et qu'il avait même son numéro de téléphone était disponible pour des médecins qui voulaient l'appeler et aller travailler en Ontario. Le Journal de Montréal titre « Fini la bromance » avec une photo en cœur déchirée. Et la photo qu'on a choisie, c'est cette photo où on voyait il y a quelques années Doug Ford et François Legault qui prenaient une bière. Alors, on les voyait comme deux partenaires, deux amis. Disons que là, c'est un petit peu plus difficile entre les deux. Et le Journal de Montréal nous présente également un dossier sur des centaines de Québécoises, dont des mineurs qui ont vu leurs photos intimes être propagées sans leur consentement sur l'application Telegram, où des milliers d'hommes se rassemblent dans des groupes secrets à la recherche de contenu amateur et illégal. Donc, des pirates qui ont réussi à dérober des photos intimes personnelles de Québécoises et qui les publient comme ça sur cette application Telegram. C'est un dossier que vous pourrez lire ce matin dans le Journal de Montréal. Dans le quotidien La Presse, piqué au vif, c'est donc François Legault qui est piqué au vif par les propos du premier ministre Doug Ford de l'Ontario qui invite les médecins à aller travailler en Ontario. Jean-Philippe Robillard va d'ailleurs revenir sur toutes les déclarations et les derniers développements des dernières heures. Et Yves Boisvert, j'attire votre attention sur sa chronique de ce matin, titre « François Legault doit stopper la réforme ». En quelques mots, une médecin de 32 ans a réglé le cas du projet de loi 2, écrit le chroniqueur, que le ministre Christian Dubé veut imposer aux médecins. Et il parle de Laurence Carman, la fille du ministre Carman. Donc, dans sa lettre au Devoir, la jeune médecin surspécialiste formée au Québec et en Ontario dit ce qui ne fonctionne pas donc dans la loi 2, qui est complètement viciée. Et ce qu'elle dit dans sa lettre, c'est que, par exemple, à Toronto, elle est capable de voir 8 à 12 patients pour une période donnée parce qu'elle a accès à des salles d'opération, alors que dans le même laps de temps, au Québec, on ne peut voir que 3 patients. Donc, une productivité qui baisse de 75 %. Par contre, c'est pas la faute de la médecin dans ce cas-ci, c'est en raison de la disponibilité des salles. Bref, voilà, et selon le chroniqueur Yves Boisvert, il est temps pour François Legault de stopper cette réforme. Ce climat pourri, conclut-il, ne peut pas durer. Vous pourrez lire ça dans la presse. Dans la section Affaires, on nous parle du tribunal administratif du logement, des gens qui veulent constater des hausses de loyer. Il faut attendre en moyenne plus de 9 mois. C'est véritablement un problème. Le TAL, donc le tribunal administratif du logement au Québec, qui est noyé sous les demandes de révision d'hausse de ces loyers. Et puis, en terminant, pas dans la presse, sur le site de Radio-Canada, Québec gèle l'octroi de subventions jusqu'à nouvel ordre. Aucun nouvel engagement financier ne pourra être pris et aucune nouvelle subvention ne sera accordée, sauf exception. C'est une décision, donc, datée du 21 octobre, dont Radio-Canada a obtenu copie. Ce sont les aides financières en support qui sont des subventions qui sont accordées, par exemple, à des organismes culturels ou communautaires pour leur fonctionnement ou pour certains projets particuliers. Donc, tout ça est arrêté et sur pause pour 2 semaines. Vous pourrez lire ça. C'est un texte de mes collègues Jean-François Thériault, David Rémiard et Thomas Gerbet sur le radiocanada.ca.
Oui, c'est vraiment ce qui fait la une, ces tensions entre le gouvernement du Québec et les médecins. Jean-Philippe Robillard est en studio avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Alors, on a appris, en tout cas jusqu'à présent, il y aurait environ 200 demandes déposées de la part de médecins québécois qui souhaitent aller exercer dans d'autres provinces. Et je faisais le tour des quotidiens ce matin, entre autres du Journal de Montréal. On sent que cette relation entre le premier ministre Doug Ford et François Legault s'est détériorée. Hier, François Legault était très mécontent de cet appel de Doug Ford qui disait aux médecins: venez travailler chez nous, on vous déroule le tapis rouge. Ben, effectivement, le premier ministre ontarien, là, dont on connaît son franc-parler, qui a lancé un message hier aux médecins du Québec qui sont en colère. Il leur a dit qu'il aimerait bien qu'ils viennent travailler chez lui en Ontario. Il leur a même dit d'appeler 1-800 Doug Ford, en plus de vanter, Mathieu, la riche culture francophone de sa province. Évidemment, vous l'avez dit, ça a piqué au vif François Legault qui accuse le premier ministre ontarien de manquer de jugement, des propos là, vraiment que François Legault n'arrive pas à digérer. On l'écoute. Là. C'est totalement inacceptable. C'est un manque de jugement total. Et on le sait, on a tous des gros enjeux pour améliorer nos systèmes de santé dans toutes les provinces. C'est pas le temps de se tirer dans le dos. Oui, le message est assez clair. Ce qui a aussi fait réagir le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Vincent Oliva, qui a pris, lui, vraiment la balle au bon. Au lieu d'avoir à gérer une ligne 1-800 Doug Ford, à quand la ligne 911 Legault? Et ça, c'est un message qu'il a fait, Mathieu, sur la plateforme TikTok. Selon des chiffres qui ont été cités par des médias, il y a 83 médecins québécois qui ont demandé d'obtenir un permis de pratique en Ontario depuis le 1er juin, contre 19 à la même période l'an dernier et 15 l'année précédente. Donc, on voit vraiment une progression. Là. Jean-Philippe, il y a plusieurs médecins qui songent justement à quitter le Québec pour aller ailleurs. Ça fait grand bruit. On entend beaucoup de témoignages en ce sens, là, évidemment, depuis quelques jours. Oui, vous en avez parlé d'ailleurs tantôt. Il y a même la fille du ministre, Lionel Carman, qui songerait à partir en raison, elle aussi, des mesures adoptées par le gouvernement caquiste dans lequel son propre père est. On ne connaît pas l'ampleur de ce phénomène-là, Mathieu, mais jusqu'ici, vous en avez parlé un peu tantôt, selon le Collège des médecins, il y a plus de 200 demandes, pas 200 médecins, mais 200 demandes de certificats de reconnaissance de pratique qui ont été déposées par des médecins pour aller travailler ailleurs. Il faut mentionner que certains médecins ont formulé plus qu'une demande pour aller dans plusieurs provinces, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et l'Alberta notamment. Et le Collège des médecins nous a également dit qu'il reçoit annuellement 2500 demandes du genre. On écoute Alexandre Prudhomme-Lepage. Lui, c'est un médecin de famille qui planifie partir en Ontario. C'est pas un choix que j'aime. Moi, j'aime le Québec. Je veux que ça s'arrange. Mais la loi qui a été imposée en ce moment diminue, moi, personnellement, mon salaire de 55 %. Ça, c'est pas viable. Je ne peux pas rester ici. Quand on me dit, si tu changes de métier, on te donne une pénalité de 20 000 par jour, alors que je ne suis même pas employé, je suis quoi alors? Alors, il faudra voir ce que feront ses collègues, combien de médecins pourraient décider d'emboîter le pas. Il faut rappeler qu'au Québec, là, il y a 23 000 médecins. Oui, parce que c'est une chose, et j'entendais une entrevue hier sur nos ondes à Ça nous regarde, c'est une chose de faire des demandes, mais de là à faire un déménagement véritablement, et on verra effectivement si le gouvernement va bouger. Parce que, évidemment, ce sont des hommes, ce sont des femmes, mais ils vont également vouloir partir avec la famille, les enfants. Ça, c'est pas toujours évident. En tout cas, il y a une grogne et on la ressent et on la lit, c'est assez clair. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, bonne journée. Julie Jasmine est de retour en studio pour les actualités culturelles. Commençons par la NFL au football américain a annoncé que Sting serait la tête d'affiche de ce qu'elle appelle un événement sous la marque du Super Bowl, un genre de pré-spectacle, comme une première partie. Oui, mais pas le jour venu, c'est-à-dire 2 jours avant. Ah oui, OK. Un grand spectacle intime, parce qu'on sait que les républicains, en majorité, désapprouvent le choix de Bad Bunny, portoricain à la mi-temps. Alors, on souhaite, je pense, mettre le couvercle sur la marmite des réactions négatives. Alors, Sting a été appelé en renfort. Et ça aura lieu donc le 6 février, je disais 2 jours avant, puis à San Francisco, alors que la mi-temps et le Super Bowl, bien sûr, c'est à Santa Clara. Et c'est une salle d'à peu près 5000 personnes. On dit que ce sera inoubliable et le prix de départ est de 750 $ américains.
Donc, et ce que vous entendez, c'est Sting qui a déjà chanté à la mi-temps en 2003. Alors voilà. Et sachez que Bad Bunny a toujours, en fait, l'appui de la NFL. Le commissaire a dit, notamment dans les derniers jours, qu'il était convaincu que ça allait être un moment passionnant et fédérateur, quoi qu'on en dise. Hier, il y a eu une décision du tribunal administratif du travail au Québec. Donc, les employés d'entretien de la STM vont pouvoir tenir 1 mois de grève, donc au mois de novembre. Évidemment, il y aura du service pendant les heures de pointe du matin, de l'après-midi, en soirée. Mais il y a de l'inquiétude chez bien des organismes culturels parce que, évidemment, je pense au Salon du Livre, des soirées au théâtre, etc. Le métro, l'autobus, c'est souvent la meilleure façon de s'y rendre. Oui, puis le directeur général du Salon du Livre, c'est Olivier Goujon, dit que ce sera une catastrophe. Je vous rappelle que l'événement, ça se tient du mercredi 19 novembre au dimanche 23 novembre. Et souvenez-vous, là, ça se passe au Palais des Congrès. Et toujours selon Olivier Goujon, on dit que 75 des visiteurs se rendent à l'événement en transport en commun. Donc, on comprend les revendications là, des employés d'entretien de la STM, mais on voit, ou en tout cas, on anticipe une baisse d'achalandage, bien sûr. Alors, on demande peut-être une suspension des mesures de grève durant la tenue de l'événement. À voir, ça va commencer ça donc à partir de la fin de semaine. Au Québec, donc il y a 30 ans, deuxième référendum, c'est aussi ce soir-là qu'avait choisi le groupe Les Colocs pour lancer leur deuxième disque. Exactement. Atrostomique, c'était au Feu Medley. Donc, la salle de spectacle, c'est un disque double avec des reprises, mais aussi des nouvelles compositions. Ça, c'est le son de la captation. Le soir même, on avait ça dans nos archives à Radio-Canada. Donc, Dédé Fortin, bien sûr, artiste entier, rassembleur, créatif, la main tendue vers l'autre, mais surtout engagé politiquement. Et ce soir-là, quand le non l'a remporté, souvenez-vous, pour ceux qui avaient suivi l'événement en direct à Musique Plus, c'est Philippe Fémieux qui lui avait tendu le micro sous le nez. Et Dédé était littéralement déconfit, déçu, triste. Ça avait donné une fin de soirée un peu particulière, mais l'album, clairement, c'est un album qui a traversé l'histoire, tout comme le référendum, finalement. Oui, puis intéressant donc de voir que cet événement historique, ce référendum, a donné lieu donc à cette création du groupe Les Colocs. On va se laisser justement avec Bon Yeux, des Colocs. Julie Jasmine, merci. On se reparle la semaine prochaine. Oui.